Chers collègues, je me lève aujourd'hui pour répondre au discours du trône dans l'esprit de longue tradition du discours inaugural. Je parlerai de l'immigration au Canada et je donnerai mon point de vue personnel. J'ai choisi ce moment parce qu'hier, le 15 avril, marquait 50 ans depuis que ma famille et moi sommes arrivés au Canada. Je suis ici en tant que sénateur dans l'Auguste Sénat du Canada et j'ai beaucoup de raisons, beaucoup de choses sur lesquelles réfléchir. Je voulais évoquer brièvement l'histoire de ma famille, mais surtout la relier au parcours d'immigration qui est commun à beaucoup d'entre vous et à des millions de Canadiens. Quelques années avant notre arrivée ici, mes parents, Len et Melba Cardozo, ont voyagé aux États-Unis, au Royaume-Uni et au Canada où ils ont rendu visite à leur famille et leurs amis avant de prendre la décision de demander à venir ici. Notre famille s'accorde à dire que c'était bien sûr la meilleure décision qu'ils aient pu prendre. Nous sommes donc arrivés à Toronto le 15 avril 1974 et nous sommes restés chez notre famille pendant les premières semaines. Ces premiers jours au Canada ont été à la fois merveilleux et effrayants. C'était la société dont je rêvais lorsque mes parents nous ont annoncé que nous allions déménager. En tant qu'adolescent, mes souvenirs sont clairs, même s'il s'agit de choses banales. L'aspect incroyablement propre et brillant des pharmacies, les jeans décolorés, les sundaes à la crème glacée d'Howard Johnson, Benny and the Jets, et oui, la chanson You're Having My Baby de Paul Anka. Mon introduction au contenu canadien que j'allais réglementer bien des années plus tard en tant que commissaire au CRTC. J'avais peur parce que c'était une nouvelle société. Bien que l'anglais soit langue maternelle, mon accent n'était pas toujours compris et, oui, je me faisais insulter, ce qui était débilitant. Mais le message dominant de ma nouvelle société, de mes professeurs, de mes voisins et de ma famille élargie était de travailler dur et de m'impliquer. Lorsque j'ai eu 18 ans, le message était que la vie serait difficile, mais qu'elle pouvait être bonne. Mon premier conseiller en orientation m'a suggéré de ne pas aller à l'université, mais au collège. Tous les nouveaux immigrants devaient s'inscrire à l'université. Je lui ai dit que... Et c'est souvent ce qui... c'est presque une métaphore de ce que la plupart des immigrés vivent tout au long de leur vie. On présume de nos capacités. Comme la plupart d'entre vous, l'histoire de ma famille remonte à une autre partie du monde. On a connu de nombreux rebondissements. Originaire de Goa, en Inde, une ancienne colonie portugaise, mes ancêtres ont probablement été convertis de l'hindouisme au catholicisme au début des années 1500. Et dans les années 1800 et 1900, les familles de ma mère et de mon père se sont toutes deux installées à Karachi, qui, après la domination britannique et la séparation, était la principale ville commerciale du Pakistan. Malheureusement, au début des années 1970, mes parents ont conclu qu'avec la montée du fondamentalisme, la vie devenait difficile pour les chrétiens que nous étions, et ils ont cherché à s'installer dans un pays plus hospitalier. Comme de nombreuses familles d'émigrés, mon père, qui avait été cadre supérieur, travaillait dur dans tout ce qu'il faisait, et par son exemple, il nous a enseigné qu'il fallait être fier de travailler dur. Ma mère a repris le travail et nous a essentiellement aidés à nous inscrire à l'université, ce qui impliquait de taper nos essais jusqu'à tard dans la nuit, à l'époque des machines à écrire des feuilles blanches. Dans les dernières années de sa vie, je suis très fier qu'elle soit devenue l'ambassadrice des résidences pour personnes âgées, car elle s'est imposée à jouer un rôle de leader. En tant que pianiste, elle divertissait ses collègues résidents plusieurs fois par semaine, que ce soit à l'occasion du thé de l'après-midi ou des services religieux de la fin de semaine, et prenait ses responsabilités très au sérieux. Souvent, nous disant de ne pas arriver trop tôt parce qu'elle était occupée. Les premières années, notre famille n'avait pas beaucoup d'argent. Nous avons rarement vu l'intérieur d'un restaurant ou séjourné à l'hôtel. Mais mes parents ont trouvé le moyen de recevoir de nombreux parents et amis dans notre maison avec la nourriture, des gâteries merveilleuses et de la musique selon les occasions.
Ce chapitre de mon histoire est si typique des familles émigrées. Je suis convaincu que certaines scènes de My Big Fat Greek Wedding ont été tournées dans notre maison. J'ai obtenu la citoyenneté canadienne en 1978. Je me souviens qu'on m'avait demandé, lors de l'examen de citoyenneté, ce que faisait le gouverneur général. À l'époque, j'étais un étudiant en sciences politiques de troisième année et je n'étais pas vraiment monarchiste. Ma réponse n'était pas très politique et j'ai probablement failli perdre ma chance d'obtenir la citoyenneté canadienne. Mais j'ai dû réussir le reste du test et le 17 janvier 1978, je suis devenu un citoyen canadien très fier et très heureux. Vous savez, chers collègues, j'ai souvent l'impression que les personnes nées au Canada passent à côté, manquent quelque chose par le fait qu'ils n'ont pas de cérémonie de citoyenneté. Les mots ne suffisent pas à décrire l'intensité de la joie et de la fierté que l'on ressent en devenant citoyen canadien lors d'une telle cérémonie. C'est peut-être une cérémonie à laquelle tous les étudiants devraient participer à l'âge de 18 ans, par exemple. Et oui, je ne suis pas d'accord avec la proposition de supprimer la cérémonie et de la remplacer par un clic sur un clavier. Après l'université, je suis venu à Ottawa pour mon premier emploi en pensant que je retournerais dans l'agitation de Toronto l'année qui suivrait. Mais je suis retourné à l'université, puis après, nous avons eu des enfants. Bien que j'ai eu de la chance d'avoir une carrière épanouissante, mon travail préféré était certainement été les 4 années où je suis resté à la maison avec nos enfants, Alice et Anthony, lorsqu'ils étaient petits. À l'époque, j'étais l'un des rares pères à rester à la maison avec les enfants et malheureusement, 30 ans plus tard, les choses n'ont pas beaucoup changé. En ce qui concerne ma carrière, bien que cela n'ait pas été voulu, elle s'est déroulée en grande partie au sein et autour du gouvernement, toujours axée sur certains domaines clés de la politique publique, notamment la Constitution canadienne, l'immigration, la diversité, le développement des compétences et plus généralement, la manière dont la politique publique est élaborée. J'ai également aimé enseigner la communication et les sciences politiques à l'Université Carleton, où j'ai autant appris que j'ai enseigné. J'ai le plaisir de vous annoncer que je suis l'un des principaux spécialistes canadiens de l'élection générale de 1908, la dernière que Wilfrid Laurier a remportée. Le fait qu'il s'agisse de l'une des élections les plus inconséquentes de l'histoire du Canada explique peut-être pourquoi seule une autre personne a étudié cette élection et rédigé une thèse comme je l'ai fait. Mais bon, je m'éloigne du sujet. Permettez-moi de dire quelques mots sur l'appartenance. Dans toute société, il s'agit d'une question intéressante, mais dans un pays à forte population immigrée, c'est une question dynamique. On me demande parfois comment je m'identifie. J'ai appris que le but de la question dépend du contexte. Permettez-moi de vous donner quelques exemples. Je me souviens avoir désespérément refusé d'être identifié comme un nouvel arrivant lorsque mes professeurs m'ont présenté à la classe lors de mon arrivée au printemps 1974. Je voulais simplement m'intégrer et être un étudiant ordinaire. Et en effet, il y avait un étudiant qui me traitait de tous les noms dans le couloir pour m'assurer que je n'étais pas un élève normal. Un jour, bien des années plus tard, mon physiothérapeute, un homme peu loquace à qui je rendais visite de temps à autre, s'est soudain montré curieux de connaître mon origine. J'ai d'abord pensé que c'était une question étrange, puis il m'a dit qu'il était en train de lire le roman A Fine Balance de Rowington Mystery, qu'il avait époustouflé et il voulait simplement parler à quelqu'un de l'Inde. Je me souviens qu'un jour, à la fête à la Havane, on m'a demandé d'où je venais. J'ai répondu Canada. La femme a réagi avec joie. « Oh, vous êtes Canadien? » J'ai appris l'anglais pour pouvoir chanter des chansons de Céline Dion. Eh bien, alors, je suis depuis fan de Céline Dion. Et bien sûr, lorsqu'on me demande d'où je viens, la réponse qu'on entend peut-être est « Je suis sénateur de l'Ontario ». L'identité et l'appartenance dépendent donc du contexte. Quelques mots sur la société et les valeurs canadiennes. Nous sommes l'un des pays les plus sophistiqués en matière de politique publique rationnelle et progressiste, grâce à un processus d'élection démocratique, à l'engagement des citoyens, à la liberté de la presse et à l'élaboration de bonnes politiques. Et même si c'est peut-être plus l'idéal, je pense que les réussites l'emportent largement sur les échecs. Parmi nos réussites, citons une économie forte, mixte et prospère, une Charte des droits
des politiques favorisant le bilinguisme et le multiculturalisme, le rôle solide que nous jouons sur la scène internationale, y compris dans nos relations avec les États-Unis. Notre échec le plus flagrant était une histoire de discrimination à l'égard des premiers habitants de cette terre, les Premières Nations, les Inuits et les Métis. Un processus de réconciliation solide et continu est essentiel et malheureusement, il n'est pas encore achevé. En guise de conclusion, permettez-moi de dire que nos défis d'aujourd'hui et de demain consistent à traverser l'une des périodes les plus difficiles et les plus compliquées de l'histoire de l'humanité. Il y a quelques années, le mot « polycrise » a été inventé pour décrire les nombreuses crises auxquelles nous étions confrontés en même temps. Aujourd'hui, ce mot n'est même plus suffisant, car nous vivons plutôt une hyper-polycrise. Je crains que, le monde étant devenu d'une complexité incompréhensible, trop de gens dans le monde entier recherchent des réponses simples et simplistes. Malheureusement, certains hommes politiques sont prêts à offrir ces réponses, tout en sachant parfaitement que les problèmes complexes à multiples facettes nécessitent des solutions complexes à multiples facettes. De la fin de la guerre mondiale à la fin du siècle dernier, le monde est devenu un endroit plus pacifique, dédié aux droits de la personne, à la démocratie, à la justice et à l'équité. Quelque chose a changé avec le passage de l'an 2000 et depuis lors, nous avons assisté à une polarisation croissante, à un rejet de l'équité et des droits de la personne et à une aspiration à des dirigeants autoritaires. La polarisation croissante et la menace qui pèse sur les nouveaux médias sont des questions que je surveille de près et en tant que sénateur, je convoque les Canadiens de diverses manières afin que nous puissions trouver des solutions. Alors que nous sommes apprêtants à vivre une année intéressante sur la scène politique canadienne, en ce temps incertain et compliqué, c'est avec beaucoup d'humilité que je vous dis que je suis profondément fier de siéger au Sénat du Canada. I'm deeply proud to serve. Je suis très fier de siéger au Sénat du Canada avec vous, mes collègues. Et cela dépasse de loin tout ce dont j'aurais pu rêver lorsque je suis arrivé au Canada il y a 50 ans.